Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de colloque pour avoir retenu ma contribution, ce qui me permet d'intervenir aujourd'hui devant vous sur le thème de confiance mutuelle et droits fondamentaux, de la conflictualité au renforcement. Le but de cette intervention va être d'essayer de relier la thématique du colloque et notamment de l'intégration à celle de la confiance mutuelle et les droits fondamentaux. L'un des objectifs de l'intégration européenne est la construction de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. L'application du principe de reconnaissance mutuelle, qui lui-même repose sur la confiance réciproque entre les États membres, fait apparaître des difficultés qui n'existaient pas tant que ce principe se limitait au marché intérieur. La reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché intérieur allait en effet le plus souvent dans le même sens que la protection des droits fondamentaux. À l'inverse, l'application de reconnaissance mutuelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice a posé un autre type de problème. En effet, elle peut désormais aller à l'encontre des droits fondamentaux, soit en raison d'une prolongation d'une violation commise par un État par l'exécution de sa décision, soit par l'exposition de la personne concernée à un risque de violation future dans l'état de destination. Puisqu'une obligation de contrôle de respect des droits fondamentaux dans le cadre de la coopération judiciaire est dans certains cas imposée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces situations risquaient gravement d'endommager le fonctionnement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Afin de remédier à ce problème, la Cour de justice a introduit un principe prétorien, la confiance mutuelle. Les États participants à la coopération judiciaire simplifiée dans le cadre de cet espace ont en vertu de ce principe l'obligation de présumer que les autres États avec lesquels ils coopèrent respectent les règles du droit de l'Union européenne et plus particulièrement les règles relatives à la protection des droits fondamentaux. L'existence de ce principe est, selon la jurisprudence de la Cour de justice, justifiée par le fait que les États membres partagent des valeurs communes telles qu'elles sont précisées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Je partirai ici de conceptions larges du sujet qui intègrent aussi bien la confiance mutuelle que la reconnaissance mutuelle, au motif que la confiance sert de fondement de la reconnaissance. La relation entre ces deux principes a fait l'objet de nombreux débats doctrinaux, en raison notamment du développement postérieur de la confiance mutuelle. Car si d'après la Cour de justice, la confiance est censée de fonder la reconnaissance, on a du mal à comprendre comment la reconnaissance ait pu apparaître dans les traités antérieurement à la découverte prétorienne de la confiance. En même temps, on peut également considérer que la confiance est venue fonder la reconnaissance mutuelle dès lors que celle-ci s'est émancipée de son terreau originel, le marché intérieur, et a été transposée dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Je me tiendrai donc à l'idée que la confiance fonde la reconnaissance, même si la chose mériterait plus de discussion. En toute hypothèse, l'introduction du principe de confiance mutuelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne s'est pas fait sans heurts. En effet, puisque ce principe vise précisément à lever les contrôles opérés par les États quant au respect des droits fondamentaux par les autres États membres, c'est souvent sous le signe de la conflictualité que la relation entre confiance et les droits fondamentaux a été abordée par la doctrine. La doctrine a largement discuté des risques que fait peser l'application du principe de confiance mutuelle sur la protection des droits fondamentaux. Plutôt que de reparler de ce conflit, mon intervention portera sur la dimension de protection de la confiance mutuelle vis-à-vis des droits fondamentaux. Il ne s'agit pas de dire qu'une potentielle conflictualité n'existe pas, mais simplement que, de mon point de vue, l'essentiel de conflit a été ou est constamment évité par le biais d'une articulation des obligations internationales dans un dialogue des juges de la Cour de justice de l'Union et de la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, la dimension de protection des droits fondamentaux par la confiance mutuelle a été moins soulignée par la doctrine, alors qu'elle a, on le verra, toujours existé et qu'elle tente à progresser, ce qui favorise l'intégration européenne. J'essaierai de démontrer cela en deux parties. Tout d'abord, en montrant que la confiance mutuelle a comme vocation de protéger certains droits fondamentaux, ce qui sera donc la thématique de mon grand 1,
et par ailleurs qu'elle devient avec le temps le vecteur d'un renforcement progressif de ces droits. Tout d'abord, dans un premier temps, c'est la protection des droits fondamentaux par la confiance mutuelle. Pour montrer que la confiance vise à la protection des droits fondamentaux, il faut d'abord souligner que celle-ci a été introduite afin de permettre la coopération judiciaire simplifiée, nécessaire au bon fonctionnement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce qui sera mon grand A, puis d'évoquer que cette coopération a pour finalité la protection de certains droits fondamentaux au sein de cet espace. C'est ça l'objectif de mon grand B. Tout d'abord, la confiance mutuelle, condition de la coopération judiciaire simplifiée. La coopération judiciaire simplifiée apparaît comme une nécessité à la construction d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces derniers temps a créé un espace sans frontières au sein de l'Union européenne, dans lequel le grand principe est celui de la libre circulation des personnes. Cette libre circulation au sein de cet espace multiplie les mises en relation entre les États membres dans le domaine aussi varié que, par exemple, notamment le droit pénal, le droit civil ou le droit d'asile. Ces situations transnationales sont celles dans lesquelles, du fait de franchissement d'une frontière par l'individu, l'application du droit d'un État membre va supposer la coopération des autorités d'un autre État membre. Ainsi, la coopération judiciaire simplifiée apparaît comme un instrument permettant de garantir le bon fonctionnement de cet espace de liberté, de sécurité et de justice. La confiance mutuelle est l'outil essentiel permettant de faire fonctionner cette coopération judiciaire, puisqu'elle sert de fondement de la reconnaissance, pierre angulaire de cette coopération. Ce principe a pour finalité de largement faciliter la reconnaissance et l'exécution des actes et des décisions étrangères qui, du fait de la multiplication des situations transnationales, sont toujours plus importantes à pratiquer. Sans ce principe, le contrôle des droits fondamentaux par d'autres États membres non seulement retarderait la reconnaissance des actes étrangers, mais pourrait même aboutir à la remise en cause de la coopération judiciaire. Cela m'amène à mon grand B, qui est les droits fondamentaux, finalité de la coopération judiciaire simplifiée. Si la relation entre la confiance mutuelle et les droits fondamentaux a beaucoup été abordée sous l'angle de la conflictualité, on a moins souligné que dans toutes les situations dans lesquelles la confiance s'applique, on trouve in fine la protection de certains droits fondamentaux. Cela tient au fait que l'un des objectifs de la coopération judiciaire simplifiée est d'instaurer cet espace de liberté, de sécurité et de justice. Par exemple, dans le cadre de la coopération en matière civile dans les affaires concernant les enlèvements internationaux d'enfants, la coopération judiciaire simplifiée vise un retour rapide de l'enfant dans son état d'origine, afin de protéger son droit à garder contact avec ses deux parents, tels qu'elles sont garanties par l'article 8 de la CEDH ou par l'article 24 de la Charte de l'Union européenne. Lorsqu'il est émis un mandat d'arrêt européen, il s'agit bien de lutter contre l'impunité et donc, dans une certaine mesure, de protéger les droits des victimes. Même dans le cadre du droit d'asile, domaine où l'on a raison beaucoup souligné le risque d'atteinte aux droits fondamentaux, on trouve une certaine protection des droits de ces personnes dans le système de coopération issu du règlement Dublin, dans la mesure où ce règlement vise un traitement rapide des demandes d'asile. Certains droits fondamentaux apparaissent donc bien comme des finalités de la coopération judiciaire simplifiée et donc de la confiance mutuelle. Cette finalité a d'ailleurs été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme expressément dans l'affaire Romeo Castagno, dans laquelle celle-ci a explicitement affirmé que le refus de coopération judiciaire en matière pénale, en raison d'un défaut injustifié de la confiance de la part d'un État membre, pouvait violer le volet procédural du droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. De la même manière, la Cour de justice de l'Union européenne a pu récemment souligner dans certaines affaires que la coopération judiciaire en matière pénale, basée sur la confiance mutuelle, visait à lutter contre l'impunité. La relation entre la confiance mutuelle et les droits fondamentaux est donc en réalité beaucoup plus ambiguë qu'une simple relation de conflictualité, dans la mesure où la confiance mutuelle participe bien à la création de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ce qui vise à protéger certains droits fondamentaux. Mais plus encore, la confiance mutuelle est devenue, au fil du temps, un vecteur de renforcement progressif de ces droits.
Ce qui m'amène à ma seconde partie, le renforcement progressif des droits fondamentaux par la confiance mutuelle. Dans la mesure où la confiance mutuelle est le fondement de la reconnaissance, tous les mécanismes de reconnaissance sont au final rattachables à la confiance. Ces mécanismes s'appuient entièrement sur la liberté de circulation et de séjour des personnes qui jouent le rôle de catalyseur du renforcement des droits fondamentaux, renforcement qui vise à garantir une pleine liberté de circulation et de séjour. Donc, cela m'amène à mon grand A, la liberté de circulation, catalyseur du renforcement des droits fondamentaux. On a déjà beaucoup évoqué ces questions hier, notamment dans les interventions de Kitrio Cassera et de Julie Rendu, et j'aborderai donc cette question un peu plus rapidement. Mais selon l'article 21, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout citoyen bénéficie du droit de séjourner et de circuler librement sur le territoire des États membres. La liberté de circulation et de séjour des citoyens permet ainsi à ces dernières de se déplacer entre les États membres et choisir leur état de résidence. En se déplaçant, les citoyens créent des situations qui parfois ne correspondent pas aux règles prévues par l'ordre juridique de leur état d'origine. En effet, les droits nationaux varient grandement sur les questions telles que la forme du nom patronymique, la possibilité d'un mariage entre les personnes du même sexe ou encore les règles de filiation. En se déplaçant, les citoyens peuvent constituer des situations juridiques sur la base des droits étrangers, alors même que le droit de leur état d'origine ne le permet pas. Dans toutes ces hypothèses, un citoyen use de sa liberté de circulation pour aller jouir d'un droit subjectif garanti dans un ordre juridique étranger, droit subjectif dont il ne bénéficie pas dans l'état dont il est ressortissant. Toute la question est donc de savoir si les États membres sont ou non dans l'obligation de reconnaître les dites situations, même si le droit interne ne permettrait pas leur création. Or, les solutions de la Cour de justice de l'Union sont claires. Les États membres sont bien dans l'obligation de reconnaître, au nom et dans la mesure de la liberté de circulation et de séjour, l'existence d'une telle situation constituée à l'étranger. Par conséquent, en usant de la liberté de circulation, les citoyens peuvent enrichir leurs droits, soit en allant les exercer à l'étranger sous condition de séjour effectif, avant de les faire reconnaître, soit en bénéficiant dans leur état de résidence, en raison d'un élément d'extranéité, d'un droit garanti à l'étranger. Par exemple, dans les affaires Garcia Velo ou Gonkin-Paul, dont on a déjà parlé hier, les enfants ayant obtenu un nom dans un État membre ont pu ensuite faire reconnaître ce nom dans un autre ordre juridique, dans une forme normalement proscrite par le droit de ce second État. Autre exemple, dans l'affaire VMA, avec le mariage de personnes du même sexe et la filiation, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la Bulgarie, l'État de nationalité d'une des deux mères, devait délivrer un document d'identité à l'enfant en reconnaissance l'acte de naissance délivré en Espagne, en mentionnant deux mères, ce que ne permettait pas le droit bulgare. La liberté de circulation apparaît donc comme un catalyseur du renforcement des droits, dans la mesure où les droits et les situations étrangères doivent faire l'objet d'une reconnaissance dans les autres États membres. Mais en réalité, cette reconnaissance est toujours dictée par le souci de garantir la liberté de circulation et de séjour. Ce qui m'amène à mon grand B, les droits fondamentaux conditionnent d'une liberté de circulation effective. Dans toutes ces jurisprudences, la Cour de justice appuie son intervention sur l'entrave que l'absence de reconnaissance ferait peser sur la liberté de circulation et de séjour. Pour qu'on se situe dans le champ d'application du droit de l'Union, il faut qu'il soit menacé l'exercice de la liberté de circulation. Tel est le fondement du rattachement de ces situations au droit de l'Union. Ce rattachement est donc toujours opéré sur la base du risque que ferait peser le défaut de reconnaissance sur la pleine jouissance de circulation. Autrement dit, il ne suffit pas de lever les contrôles aux frontières pour que les citoyens puissent pleinement bénéficier de la liberté de circulation. En effet, la liberté de circulation effective ne suppose pas seulement le franchissement d'une frontière, mais également que le citoyen puisse prendre avec lui les situations juridiques nécessaires et à sa vie sur le territoire de son choix. Nécessaires au déplacement et à sa vie sur le territoire de son choix. La condition pour la construction d'un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice est donc une liberté de circulation pleinement effective qui est mise à mal par la diversité des législations nationales.
La confiance mutuelle, en tant que fondement de la reconnaissance, vient donc dans un sens de contourner ces difficultés en imposant la reconnaissance d'actes et de situations étrangères à des États qui ne garantissent pas ces droits. Par conséquent, la confiance mutuelle, combinée à la collaboration des individus qui poursuivent simplement en fait leur propre intérêt, aboutit à un renforcement de protection des citoyens européens usant de la liberté de circulation et par là à la construction de liberté, de sécurité et de justice. Pour conclure, si le phénomène que j'ai essayé de décrire correspond à une intégration, on peut dire peut-être horizontale, c'est-à-dire la persistance des différences nationales dans le domaine où précisément les États résistent à une harmonisation des règles, il n'est pas complètement exclu qu'on ne rebasculera pas à l'avenir, peut-être un jour, dans une forme d'intégration qui se rapprocherait un peu plus de la verticale. Parce qu'il faut voir, c'est que l'extension des droits fondamentaux résultant de l'exercice de la libre circulation contient de potentiellement discriminatoires entre ceux qui peuvent matériellement se déplacer et faire jouer ces mécanismes et les citoyens sédentaires qui, eux, sont cloîtrés dans l'ordre juridique national. On peut se demander, et comme l'a déjà fait la doctrine, ou alors certaines conclusions de l'avocat général Payos Maduro, ou encore aussi les conclusions de l'avocat général Elan Sharpston dans l'affaire Ruiz Zambrano, si cela ne fait pas naître entre eux une discrimination. Si c'est pour l'instant uniquement une hypothèse, la Cour de justice pourrait, dans l'avenir, se prononcer sur une possible atteinte au principe de non-discrimination à rebours. Et si, de façon encore plus hypothétique, la Cour de justice acceptait cet argument, cela reviendrait mécaniquement à imposer aux États, au moins dans une certaine mesure, non pas simplement la reconnaissance d'un droit exercé à l'étranger, mais de garantir dans leur ordre juridique des niveaux de protection importés depuis les États étrangers par les personnes se déplaçant. Dans tous ces cas, il me semble que la confiance mutuelle, qui est justifiée par le partage des valeurs par les États membres, permet en même temps de faire face à la diversité des législations, qui sont elles-mêmes révélatrices, en deçà des valeurs communes partagées par les États d'une certaine diversité des valeurs. Je vous remercie.